Professeur Attarian, vous êtes neurologue et chef de service des maladies neuromusculaires et SLA à l'hôpital de la Timone. Vous êtes aussi responsable médical du centre de référence coordonnateur des maladies neuromusculaires rares PACAR Réunion Rhône-Alpes, PACARAR, et de sa filière de santé Finelmus. Nous sommes en amont de la 15e journée internationale des maladies rares. Et merci beaucoup, professeur Attarian, d'être au rendez-vous pour nous parler de ce centre de référence et de sa filière. Bonjour, merci pour cette invitation. Est-ce que, professeur Attarian, vous pourriez nous donner tout d'abord quelques éléments sur l'organisation des centres et de la filière? Avec le PNMR3, le Plan National Maladies Rares, numéro 3, le centre de Marseille est labellisé centre de référence coordinateur. Le rôle de notre centre est de coordonner les missions des centres de référence et de compétences au niveau de la partie grande sud-est de la France, comprenant les centres de Nice, Toulon, Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et l'île de la Réunion. Les missions des centres de référence et compétences sont organisées autour de soins, l'expertise, recherche, formation des soignants et l'information des patients. Alors, au niveau national, la filière des maladies neuromusculaires rares est une structure de coordination donc nationale des centres de référence et de compétences. Nous incluons près de 300 formes différentes de maladies neuromusculaires et la file active de la filière est autour de 60 000 patients en France. Alors, la composition de la filière est la suivante. 6 centres de référence coordinateurs, 26 centres de référence constitutifs et puis 38 centres de compétences. Nous travaillons en collaboration étroite avec 5 associations de patients. Et encore une fois, les actions de la filière sont structurées autour de 4 axes qui sont le soin, la formation et l'information, la recherche et le relevé international. Le rôle de la filière est de faciliter, promouvoir et valoriser et innover les actions des centres, être le lien entre des JOS et les centres, impulser une dynamique positive auprès de l'ensemble des centres de la filière, coordonner la mise en place des actions de plan maladies rares numéro 3, dans le respect des calendriers annoncés, aider les équipes lorsqu'elles font face à des blocages, valoriser ces équipes et leurs actions, diffuser le plus largement possible les informations importantes. Il faut aussi communiquer sur les avancées des actions et puis nous devons apporter également notre vision et continuellement améliorer et innover. Il y a 4 familles de maladies neuromusculaires. Peut-être pourriez-vous nous parler aujourd'hui d'une de ces maladies, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, professeur Attarian? Oui, la maladie de Charcot-Marie-Tooth est en réalité une famille de neuropathies génétiques. Il s'agit de la maladie rare la plus fréquente. On estime actuellement en France 30 000 patients, adultes et enfants, atteints des différentes formes de maladie de Charcot-Marie-Tooth. Les malades souffrent d'une paralysie des mains et des jambes associée à des douleurs et de la fatigue. L'évolution est lentement progressive. Actuellement, il n'existe pas de traitement curatif. La prise en charge n'est que symptomatique par la kinésithérapie et les médicaments antidouleurs. Nous avons une activité de recherche importante pour trouver des biomarqueurs de progression et de suivi de la maladie. Nous essayons ici aussi de découvrir les mécanismes de survenue de la maladie. En ce qui concerne les essais thérapeutiques, actuellement, un essai thérapeutique international est en cours, dont je suis le coordinateur européen. J'espère que le traitement testé permet d'arrêter la progression de la maladie.
Est-ce que vous auriez une estimation de la proportion de patients de votre centre pour laquelle il y a encore une errance diagnostique, c'est-à-dire que les patients n'ont pas de diagnostic précis? En effet, je sais que la filière a été pionnière en commençant à réfléchir dès 2016 avec l'AFM Téléthon pour diminuer cette errance. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous évoquer les mises en œuvre actuelles? Le nombre de patients en errance diagnostique, que ce soit au niveau le centre ou en France, est estimé entre 20 et 25%, globalement au niveau de la filière Finemus. Nous avons débuté une réflexion pour réduire le nombre de patients en errance diagnostique, comme vous l'avez dit, en 2016, en collaboration avec l'AFM Téléthon. Non seulement réduire le nombre de patients, mais également réduire le délai de l'errance diagnostique. Après une phase de conception et l'obtention des différentes autorisations, les démarches administratives, l'obtention de budget par le DGOS, nous avons débuté cette action finalement en 2020, ce qui a coïncidé avec la pandémie Covid. Mais bon, on a réussi à réaliser cette action. La première phase a consisté à déterminer le nombre de patients en errance diagnostique et d'identifier les obstacles. Ces obstacles, pour s'agir de distance géographique pour accéder à un centre, de variabilité, des possibilités, des plateformes selon les régions, la typologie des maladies, l'accès aux différents examens, voire même on peut aller jusqu'à l'étude de catégories socio-économiques. Dans une deuxième phase, on va étudier justement en 2022 le nombre de diagnostics effectués, c'est-à-dire le nombre de patients qui passent d'errance diagnostique en diagnostic bien précis sur une période d'un an. En effet, le souhait est que chaque patient atteint de maladies neuromusculaires rares a un diagnostic dans un délai maximum d'un an, ce qui est acceptable. D'accord. Et professeur Attarian, qu'en est-il des maladies acquises, non génétiques, en particulier inflammatoires, environnementales, toxiques et ou dues à une carence en vitamines? Effectivement, il est essentiel de faire le diagnostic précis de ces maladies dont vous avez énuméré les causes le plus rapidement possible parce que pour un certain nombre de ces maladies rares, un traitement existe, en particulier pour les maladies inflammatoires et carentielles. Alors, ceci me permet, à titre d'exemple, de vous parler d'une maladie carentielle qui est en train de devenir un problème de santé publique chez les jeunes. Il s'agit de l'utilisation du gaz hilarant, protoxique d'azote, qui entraîne une carence en vitamine B12. Alors, cette carence entraîne des lésions de la moelle épinière et des nerfs périphériques extrêmement sévères, inquiétants, avec responsable de paralysie des membres sévère. La guérison n'est pas totale, parfois laissant des séquelles qui peuvent être importantes encore une fois. Cela est vraiment inquiétant. Les consommateurs ne mesurent pas les risques qu'ils prennent et à nous aussi, on ne doit pas méconnaître ce diagnostic et de plus en plus l'évoquer pour le traiter le plus rapidement possible. Et en ce qui concerne les essais cliniques en cours, il y en a de nombreux et vous participez à beaucoup. Une thérapie génique pour la myotrophie spinale infantile est aujourd'hui très promoteuse. On en a parlé hier avec professeur Chabrol. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler des traitements d'aujourd'hui et des perspectives proches? Écoutez, c'est une époque formidable pour les maladies neuromusculaires. De nombreux essais thérapeutiques, comme vous l'avez dit, sont en cours dans les différentes maladies neuromusculaires. Pour certaines maladies rares, neuromusculaires rares, des traitements sont déjà disponibles depuis peu. Nous attendons
plusieurs autres traitements innovants pour ces maladies-là, des maladies de type acquise ou génétique, d'où l'importance de poser le diagnostic le plus rapidement possible et de réduire justement l'errance diagnostique. Il faut également que nous ayons les moyens d'intégrer rapidement les nouvelles technologies et les possibilités de soins pour que les patients puissent bénéficier le plus tôt possible de ces traitements innovants. Et en ce qui concerne l'accompagnement médico-social, quels éléments clés, s'il vous plaît, pour ces maladies? Nous menons différentes actions au niveau local, régional et national. Dans le cadre des missions de centre de référence et dans le cadre des missions de la filière, pour faire connaître les maladies neuromusculaires rares auprès des pouvoirs publics, pour faciliter les démarches administratives des patients et pour la reconnaissance de leur maladie et de leur handicap. Nous travaillons sur l'annonce diagnostique et plusieurs mesures sont mises en place et des travaux de recherche sont en cours pour réduire justement l'handicap. La prise en charge de la douleur est très important aussi. Nous formons des patients à leur maladie pour qu'elles comprennent mieux leur pathologie, pour qu'ils deviennent plus acteurs de soins et nous formons également les aidants qui sont des personnes très importantes pour la prise en charge de ces patients, de ces personnes souffrant de maladies rares. Et nous travaillons à l'amélioration du parcours de patients, tout cela en collaboration étroite avec les associations des patients. Au niveau de votre centre et de la filière, vous avez fait des actions pour favoriser la prise en charge vers les urgences et post-urgences. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer des mises en œuvre actuelles sur cet aspect, les projets? Effectivement, l'amélioration du parcours de patients pour la prise en charge est une priorité, comme on vient de le voir, en particulier en urgence et aux urgences. Donc, nous avons établi des cartes urgences pour la majorité des maladies neuromusculaires rares. Chaque année, la filière distribue plus de 6000 cartes auprès des médecins des centres ou les médecins qui le demandent, les médecins traitants ou les spécialistes de ville. Également, en collaboration avec la FM Téléthon, nous avons conçu un kit d'urgence personnalisé permettant rapidement d'identifier la maladie, les grands principes de prise en charge du patient en urgence. Nous avons identifié les patients à haut risque de compensation et avons communiqué le nom de ces patients sous label de patients remarquables au SAMU pour que le patient soit le mieux orienté dans le service adapté et le plus rapidement possible. Des fiches maladies rares sont par maladie, sont accessibles sur le site de filière ou sur le site Orphanet pour les urgentistes et les médecins, les soignants de SAMU, résumant les principaux caractéristiques de ces maladies rares et les risques associés à ces maladies et les grandes lignes de prise en charge. Nous commençons également des réunions de formation pour les urgentistes et on espère continuer à faire ces formations par région
pour les familiariser aux spécificités des maladies rares. Un exemple de collaboration très riche et je veux dire réussie a été la prise en charge des patients neuromusculaires ces 2 dernières années liées à la pandémie Covid-19 avec nos collègues urgentistes et réanimateurs de SAMU. Merci beaucoup, professeur Attarian, pour toutes ces actions pour favoriser la prise en charge la plus directe et la plus personnalisée possible, et en particulier pendant cette période Covid. Et pour la recherche, vous collaborez avec des équipes du CNRS et de l'INSERM au niveau national et international. Et vous avez récemment été désigné expert par ExpertScare. Pour faire suite à ce que vous avez dit sur les urgences en cette période d'épidémie, peut-être pourriez-vous nous parler aujourd'hui de l'étude multicentrique sur l'impact de la Covid dans les maladies neuromusculaires, s'il vous plaît? Oui, mais la filière, en collaboration avec les associations des patients, s'est rapidement adaptée et, comme je vous avais dit, c'est son rôle d'apporter sa vision et continuellement innover. Donc, on était obligé d'innover pour la prise en charge de patients neuromusculaires pendant cette période pandémique. Une des premières actions qui a été identifiée, une des premières actions a été d'identifier les facteurs de risque de Covid-19 chez les patients neuromusculaires et d'adapter les soins pendant cette période. Pour cela, nous avons mené plusieurs enquêtes au niveau des centres de la filière. Les associations nous ont aidés pour obtenir un maximum d'informations au niveau de leur adhérence. Cela a permis de piloter les actions de soins selon les différentes vagues de pandémie et d'adapter, voire d'améliorer notre prise en charge. Nous avons pu faire des recommandations pour les différentes périodes de confinement et de déconfinement, de continuer de traiter les patients tant que possible, d'adapter les traitements, en particulier les traitements qui étaient à risque, enfin qui entraînaient un risque infectieux, et enfin faire les recommandations aussi pour les différentes phases de vaccination. C'est cette expérience française que nous avons publiée, en tout cas une partie de cette expérience dans les revues internationales. Merci beaucoup. Et en matière d'innovation, professeur Attarian, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la médecine du futur sur laquelle vous travaillez avec Finalmus? Oui, nous devons préparer dès à présent la médecine du futur, la médecine de 2025 et 2030. Alors, les grandes lignes sont l'amélioration du parcours de soins, surtout grâce aux moyens digitaux, l'intelligence artificielle, dossiers patients informatisés, l'analyse des grandes données, comme on le dit, Big Data, permettrait d'identifier les facteurs de risque, des biomarqueurs de suivi et de pronostic. Cela nous permettrait d'être préventifs. Il faut qu'on intègre les capacités d'analyse moderne, en tout cas les outils comme l'intelligence artificielle. Il faut imaginer aussi les plateformes de diagnostic de demain, les plateformes thérapeutiques futures. Comme on l'a dit, il faut adapter nos capacités et nos moyens pour pouvoir absorber les nouveaux traitements qui vont arriver, en particulier les thérapies géniques. Voilà, donc adapter nos structures à l'arrivée massive de ces traitements innovants. Intégrer les nouvelles technologies pour une médecine, entre guillemets, pour une médecine augmentée. Évidemment, les nouvelles technologies ne vont jamais remplacer les médecins, en tout cas dans une future
proche jusqu'à 2030, mais permettront d'augmenter nos possibilités d'action. C'est l'ensemble de ces grandes lignes que nous devons travailler et puis je pense un élément important que j'ai oublié de dire aussi est de rendre le patient l'acteur actif de sa prise en charge au niveau, que ce soit au niveau de diagnostic ou au niveau thérapeutique. Voilà les grandes lignes du futur. Merci beaucoup. Et au niveau de la collaboration européenne, est-ce que vous pourriez nous parler aujourd'hui d'une ou d'actions actuelles phares? Écoutez, effectivement, nous intensifions nos collaborations et il faut. Cela aussi, c'est une des missions de la filière et ça fait partie des actions futures. Alors, les actions phares, donc l'Europe met en place et nous participons activement. Les centres français sont 8 centres français sont labellisés en tant que centre expert réseau européen, donc pour apporter des moyens diagnostiques aux pays européens qui n'ont pas autant de moyens que les pays comme la France. Donc une collaboration dans ce sens a commencé et s'intensifie de plus en plus. Au niveau de recherche, nous participons et actuellement il y a 2 projets européens. Nous participons dans les recherches de recherche de grande valeur, grande ampleur, avec nos collaborateurs, nos collègues européens. À chaque fois, ce sont à peu près 8 équipes de 4 pays européens qui participent à ces recherches. Voilà, que j'espère aboutiront à des données intéressantes. Actuellement, le thème est justement le biomarqueur dans le suivi des patients, les nouveaux biomarqueurs pour le suivi et le pronostic des patients. Eh bien, merci beaucoup, professeur Attarian, pour toutes ces informations, tous ces projets. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitiez nous dire aujourd'hui? Écoutez, peut-être en termes de conclusion et d'être positif, c'est de dire que nous avons cette chance en France d'avoir un réseau de centres experts pour les maladies rares qui fonctionne de manière de mieux en mieux, de plus en plus de manière optimale. La France a été et est un exemple de prise en charge de maladies rares, d'avoir fait une priorité, une de ces priorités, la maladie rare, avec les différents plans. Donc c'est un exemple pour les autres pays et pour l'Europe. Je vous ai parlé de création de réseaux de centres d'experts qui ont été adaptés sur le modèle français. Il faut conserver cette avance, il faut continuer à le perfectionner, à innover dans l'intérêt des patients atteints des maladies rares. Oui, et en particulier des maladies neuromusculaires. Et en particulier des maladies neuromusculaires. Eh bien, merci beaucoup. Et si les personnes souhaitent davantage d'informations, votre centre et filière ont aussi des sites web dédiés. Et vous avez aussi des podcasts dans la chaîne Rare à l'écoute. Et on vous souhaite une très bonne continuation dans vos projets. Merci à vous.